très ravi de vous retrouver dans cette édition du Journal Parlé. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici les grandes lignes. 2 morts et 2 blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu sur la route inter-État à hauteur de Bodikali dans l'après-midi d'hier. Les précisions sont à suivre dans un instant. Et toujours parlant de cas d'accident, la route où la commune de Guéné a également enregistré un cas d'accident ce matin d'une compagnie de transport nigérienne. Les détails sont à suivre également dans le développement. Et toujours parlant des informations dans ce journal parlé, atelier de formation des acteurs communautaires sur la nouvelle loi qui parle de l'avortement sécurisé. C'est un sous-projet du projet Tébido. Les détails sont à suivre dans un instant. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter la revue de presse en fin d'édition. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue à chacun et à tous. Je venais de l'annoncer il y a quelques instants. La route a encore tué à Malanville. C'est un après-midi tragique dans la commune sur l'Ast plutôt Bodikali-Malanville. Un tricycle est rentré en collision avec un camion en pleine course. C'était hier 21 octobre 2025. Le bilan est lourd. 2 morts sur place et 2 blessés graves. Après le drame, les secours sont arrivés sur le lieu pour évacuer d'urgence les 2 blessés vers le centre de santé de la commune. Cet accident vient s'ajouter à une longue liste d'incidents meurtriers sur cette portion de route répétée pour son étroitesse et l'imprudence de certains usagers. Une situation qui vient relancer le débat sur la sécurité routière à Malanville. Dans cette même lancée, plus de peur que de mal, un bus de la compagnie de transport nigérienne vient de marcher sur un véhicule garé à l'autogare de Guéné dans la commune de Malanville. L'accident a eu lieu ce mercredi 22 octobre 2025 dans cet arrondissement. Selon les informations, il s'agit du bus de la société Rimbaud transportant des voyageurs dont le chauffeur, ébloui par le sommeil, aurait perdu contrôle du bus pour faire plusieurs blessés et des dégâts matériels dans la gare routière de Guéné. Suivez ce témoignage de Zachariaou Oru, témoin. Effectivement, il y a un accident qui s'est produit à l'autogare de Guéné. Un camion-bus qui quitte Cotonou a percuté un véhicule de Togo et 3 véhicules qui sont garés au bord du goudron qui cherchent des passagers pour Malanville. Heureusement qu'il n'y a pas de mort, mais il y a un blessé. Le véhicule de Togo qui est garé, qui est gâté en réparation. L'apprenti mécanicien qui est sous le véhicule est gravement malade. Il est conduit actuellement à l'hôpital de Guéné. Par rapport au front, ils ont dit que sa jambe est cassée, mais il n'y a pas de mort quand même. La police était sur les lieux en train de mettre l'ordre et de repousser la population qui venait regarder, mais on n'a pas vu l'ambulance venir, mais la police était là. Vraiment, nous appelons les autorités de tout faire pour nous trouver ce que la mairie met sous le goudron pour que les camions se ralentissent en rentrant dans le village. Et cet accident sans perte en vie humaine doit interpeller tous les usagers de la route. Prudence, respect du code de la route et contrôle régulier des véhicules restent le meilleur moyen d'éviter le pire. Et parlons de ces cas d'accident. Face à la recrudescence des cas d'accident enregistrés dans la commune de Malanville, le commissaire de l'arrondissement de Malanville tire la sonnette d'alarme. Selon lui, la plupart de ces drames sont dus à l'imprudence, à l'excès de vitesse et au non-respect du code de la route. Il invite donc les conducteurs à plus de responsabilité et de discipline sur les axes routiers. On écoute Habib Rodonou. Les accidents qu'on observe à Malanville sont dus aux actes
d'incivisme qu'on réprime tous les jours, mais les gens ne veulent pas observer les comportements de vivre ensemble et ils se livrent malheureusement à ces actes presque tous les jours. La source, c'est que c'est quand ils prennent des produits psychotrophes, ils ne se contrôlent plus, ils veulent finir le tableau, ils veulent finir la vitesse du tricycle, ils n'observent plus les règles de conduite du code de la route, ils font le contresens, ils font l'excès de vitesse, ils ne prennent plus les précautions quand ils sont à moto bien sur leur tricycle et c'est ça qui est la source de ces accidents qu'on observe presque toutes les semaines. Je demande à ceux qui prennent ces tricycles-là, le tricycle n'est pas fait pour transporter des hommes, le tricycle est fait pour transporter des bagages et ceux qui se livrent au transport des hommes, pour les jours à venir, on va leur donner de l'insomnie. Dans cette même lancée, le commissaire chargé de l'arrondissement de Malanville déplore le manque de vigilance et les stationnements anarchiques des conducteurs de camions et de bus qui constituent souvent des sources d'accidents. Il avertit que toute infraction constatée fera désormais l'objet de sanctions sévères afin d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route à Malanville. Extrait des propos de Habib Roudonou. Je saisis aussi cette occasion pour sensibiliser les gros porteurs qui garent de façon anarchique sans un triangle de pré-signalisation pour au moins signaler à celui qui vient qu'il a garé là. Les jours à venir, on va les sanctionner, on va les réprimer. Il y a deux packs. Il y a le pack Seba et le pack Ali qui est réservé pour garer les véhicules, les poids lourds. Mais les gens abandonnent ces packs-là et prennent d'assaut nos artères, nos rues. C'est ça qui souvent est la source de ces accidents que nous observons. Je demande à la population de nous aider, de dénoncer ces cas-là pour que la police descende et mette fin à ces actes qui entraînent souvent des accidents de la circulation dans lesquels on déplore des morts. Aujourd'hui, on parle de la coproduction de la circulation et de la sécurité. Ça voudra dire quoi? La police seule ne peut pas faire la sécurité. C'est en dénonçant, c'est en rapportant à la police les actes criminogènes que la police va faire son travail, va bien faire son travail. Mais les compagnies qui ont des bus à Malanville, je leur demande d'observer la vitesse en agglomération. La vitesse en agglomération est connue de tout conducteur de bus, mais malheureusement les gens rentrent en ville en agglomération avec une vitesse hors norme. Je leur demande de savoir que quand on rentre dans une agglomération, Malanville par exemple, on doit observer une vitesse. Je leur demande de se ressaisir, sinon les fois prochaines, ils seront envoyés au trésor pour payer les amendes et les contraventions. D'une information à une autre, atelier de formation des acteurs communautaires sur la nouvelle loi qui parle de l'avortement sécurisé. Un sous-projet du projet Teddy Joe sous le leader de Cœur Béni Togo avec son partenaire financier, la Fondation pour la paix et la justice sociale. Ceci s'inscrit dans le volet Teddy Joe 3. C'était hier mardi 21 octobre 2025 en présence des responsables du projet, toutes les couches de la société à la mairie de Malanville. Bruno Gakli y était. Voici son reportage. Tu ne peux pas me faire pleurer et penser me rassurer. L'ambiance était à son comble dans la salle de conférence de la mairie de Malanville. La thématique du jour, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. IVG en abrégé a mobilisé un large éventail d'acteurs de la société, directeurs d'écoles primaires et de collèges, responsables religieux, responsables d'associations de femmes et d'hommes, agents de santé et sages-femmes venus de toute la commune. Une question d'actualité qui continue de susciter le débat dans plusieurs localités du pays. Pierre Dankoro Taïrou, coordonnateur de l'Union des femmes élues conseillères communales des départements de la Liborie, de l'Atakora, du Borgou, des Collines et de la Donga, UFEC2 ABCD, situe le contexte des assises. Il y a cette nouvelle loi que vous connaissez en matière de santé sexuelle et reproductive qui est venue. Et vous savez, cette loi, quand elle est venue, malgré qu'on a fait sa vulgarisation, continue par faire des polémiques autour. On a réuni ces acteurs pour leur parler de la loi de façon terre à terre, en langue et de façon claire. Deux communications ont meublé la séance. Le médecin-chef du centre de santé d'arrondissement de Guinée, Dr Waidi Abdoul Idrissou,
a exposé les motivations qui ont conduit le législateur à modifier et à compléter la loi sur les IVG. Dr Waidi Abdoul Idrissou. Nous avons fait d'abord un point sur la première loi de 2003 qui avait été adoptée et qui encadrait l'interruption volontaire de grossesse et tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Un exercice de questions-réponses a ensuite permis aux participants de mieux comprendre les contours de cette loi et les conditions dans lesquelles elle s'applique. Les préoccupations n'ont pas manqué. Est-ce qu'il y a des plateaux techniques? Les tests de loi sont clairs quant aux sanctions prévues pour les contrevenants. La responsable des soins obstétricaux Malanville Karimama et sage-femme Yasmine Lafia Abdou a pour sa part expliqué le cadre légal des IVG et les conditions dans lesquelles elles peuvent être pratiquées. Yasmine Lafia Abdou. La loi portant sur la santé sexuelle et reproductive, adaptée en 2021, autorise l'interruption volontaire de grossesse dans certaines conditions bien précises. Elle reconnaît que chaque femme a le droit de décider librement de sa maternité, donc dans le respect de la santé et de la loi. Lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie ou la santé de la femme. Une initiative saluée par les leaders religieux présents qui ont tenu à féliciter les organisateurs et les partenaires de cette séance d'échange. Occasion pour eux de rappeler les enseignements tirés de cette rencontre. Moustapha Ibrahim, imam central de Malanville, est bienvenu Kowenu, pasteur de l'église Pentecôte du Bénin à Malanville. C'est vraiment très bien puisque ça vient mettre en lumière tout ce que nous n'avons pas compris. Du côté des participants, c'est un sentiment de satisfaction et d'engagement qui se dégage. Sous les Ancaro, directeur du CGOLO et Michel Salako, relais communautaire à Malanville, expriment leur joie et leur volonté d'être désormais des relais d'information auprès des jeunes et des parents. Ma satisfaction est presque totale parce que depuis que les gens parlaient de la loi sur l'avortement, franchement, je n'avais pas cherché à voir ce qu'il y a dedans. Mais aujourd'hui, grâce à cet atelier-là, nous avons parcouru de long en large les différents articles de la loi et nous avons vu la pertinence. Vraiment, nous sommes très satisfaits de la séance. Nous devons vraiment sensibiliser les gens sur la nouvelle loi. Cette séance de sensibilisation sur la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse s'est achevée dans une atmosphère conviviale marquée par une photo de famille et des visages rayonnants. Merci à vous Bruno Gakli. Derrière vous, nous prenons un coup de pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Note éducative à présent, les acteurs de l'éducation du département de la Liborie ont répondu présent à une séance de sensibilisation organisée par la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, CBO-EPT en abrégé. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat local pour l'éducation, un projet financé par World Dad. La rencontre s'est tenue dans le chef-lieu départemental Kandi ce mardi 21 octobre 2025. Je vous invite à suivre le coordonnateur national de la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous qui revient sur l'objectif de cette séance. Hervé Kenha, qu'on écoute. C'est de faire en sorte que les acteurs pédagogiques, les acteurs clés du système éducatif au niveau du département s'approprient le langage, le vocabulaire approprié, adapté au handicap. Nous nous inscrivons dans la promotion de l'éducation inclusive depuis plusieurs années et nous travaillons pour que l'éducation inclusive soit une réalité dans nos écoles. Et pour ce faire, nous avons commencé l'initiative depuis l'année dernière. Nous organisons juste après la rentrée scolaire des conférences thématiques sur l'éducation inclusive. Et ça nous permet de faire une mise au point avec les acteurs de l'éducation, notamment avec les parents d'élèves, les enseignants, le réseau d'animation pédagogique sur le vocabulaire du handicap, comment nous devons nous comporter face aux enfants handicapés dans nos écoles. Parce que ces enfants ont également droit à l'éducation. Nous travaillons pour que les acteurs éducatifs soient véritablement sensibilisés de manière à valoriser la diversité et à promouvoir vraiment l'éducation inclusive.
À l'issue de cet atelier, plusieurs participants ont exprimé plutôt leur satisfaction. Extrait de leurs propos. Je tiens bien à remercier le chef programme qui nous a amené cette idée pour la formation. Parce qu'ils nous ont formés aujourd'hui par rapport les enfants, les hommes handicapés. Ceux qui sont handicapés, on ne doit pas leur rejeter. Je tiens bien à dire à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de venir à cette formation, s'ils comprennent la radio, ce qu'on est en train de dire ici aujourd'hui, de bien sensibiliser ceux qui ont des enfants sourds, les malvoyants, les handicapés aussi, à leur mettre dans les écoles avec ceux qui sont bien portants pour qu'ils soient plus à l'aise. Ce que nous pouvons dire par rapport à cette formation, vraiment c'est une formation et que la librairie nécessite cette formation étant donné que l'éducation dans la librairie, nos comportements et depuis la maison, ce que nous faisons dans nos assises, dans nos associations, dans nos sociétés, une personne handicapée, on l'utilise, on le minimise, on le considère comme c'est une personne qui ne peut rien apporter dans la société. Nous sommes satisfaits et que nous remercions le gouvernement de la République et nous remercions aussi toutes les associations, toutes les organisations non gouvernementales qui nous encouragent dans l'inclusion et dans l'insertion des personnes handicapées dans tous les secteurs. Dernière information dans ce 13h, ouverture ce mardi à Cotonou du colloque international sur les fragilités, conflits, violences et cohésion sociale en Afrique, organisé par le projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée. Cette activité a réuni plusieurs acteurs au plan national puis international elle vise plutôt à valoriser le partage d'expériences et de connaissances sur les rôles de la recherche dans la consolidation de la paix et le développement durable. Le lancement officiel a eu lieu le mardi 21 octobre 2025 et va prendre fin ce jeudi 23 octobre 2025 et l'activité se tient dans un hôtel de la place à Cotonou. Suivez le point avec Mansourat Djibril de la Radio Fraternité. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du président de la République, déclarer donc ouvertes les activités de ce colloque. Voilà qui donne le coup d'envoi du colloque international de Cotonou sur la cohésion sociale. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la composante 3 du projet COSO. Pour le coordonnateur national du projet COSO, ce rendez-vous est plus qu'un rassemblement académique et professionnel. Docteur Adam Mamansambo. Votre présence ici aujourd'hui est bien plus qu'un rassemblement académique ou professionnel, mais cela incarne également une volonté commune de dialogue, de partage et de concertation sur des axes bien définis. Durant 3 jours, vous aurez l'occasion d'écouter des intervenants de qualité venus de plusieurs pays pour découvrir des travaux de recherche inspirants et surtout croiser nos expériences et vos expériences. Les participants à cette rencontre axée sur le thème central échangent sur les défis du vivre ensemble et les réponses locales à inventer face aux fragilités qui minent les sociétés africaines à travers divers panels et communications. Professeur Roch Mombo, président du comité scientifique. Nous ne doutons dès lors aucunement que nos 3 jours de ce colloque en format hybride et dans les sessions plénières et tables rondes thématiques et échanges dynamiques seront l'espace ou l'occasion d'échanges féconds, d'expériences, de réflexions qui produiront de la connaissance éprouvable. C'est pour cela que les actes complets de ce colloque seront publiés dans un bref délai. Une alerte pour que la finalisation des textes ne dure pas après l'échéance de ce colloque. Et par la suite, les meilleures contributions seront intégrées dans un ouvrage collectif, tout ceci dans le but d'entretenir le dialogue entre connaissances et actions du terrain. Pour le représentant de la Banque mondiale, ce colloque constitue déjà une preuve tangible de cohésion sociale. Manuel Figueiredo Thompson. Ce colloque lui-même est une preuve et un symbole de cohésion sociale. Parce qu'ici, rassemblés dans cette salle, il y a tous les acteurs concernés par cette thématique pour trouver des solutions qui peuvent impacter les investissements en cours et les investissements à venir sur cette thématique tellement importante. C'est l'occasion et l'opportunité de tirer des leçons apprises par rapport au projet COSO sur le terrain, mais aussi des leçons qui viennent de la recherche existante et de la recherche à venir et qui sera soutenue aussi par le projet COSO.
ainsi ouvert. Cette rencontre de Cotonou sur la cohésion sociale prend fin jeudi 23 octobre prochain. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. À présent, suivons la revue de presse de Lukman Orucheou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Boni Yayi, ancien président du Bénin, président du parti Les Démocrates et le duo de candidats du parti sont convoqués. L'une des principales informations à traiter ce mercredi, le Télégramme, le pays émergent, Dabaro et bien d'autres publications rapportent que Boni Yayi, Renaud Agbodio et Jude Lodjou sont convoqués par la police judiciaire. Selon une source proche de l'ancien président de la République, cité par le Télégramme, les 3 convocations ont été transmises par voie d'huissier. Alors les nouvelles ne sont pas bonnes pour les démocrates, murmure le journal. Mais pour l'heure, tant pis mon confrère, les raisons de cette convocation ne sont pas encore précisées. Cependant, fait observer le Canard, la convocation intervient dans un contexte particulièrement sensible de la vie politique du Bénin. Le pays émergent supplie et l'attribue au processus électoral. En réaction, l'ancien candidat à la présidentielle et acteur politique, Daniel Eda, a exprimé dans un message sa solidarité envers les personnalités concernées tout en invitant les autorités à privilégier la responsabilité et le respect de la paix sociale en cette période politiquement tendue pour le Bénin, résume le Paraquois. Et justement, il se pose toujours l'équation de la participation ou non du parti Les Démocrates à la présidentielle de 2026. Info Matin s'y intéresse et relève un duel à distance. En effet, souligne la publication, la Cour constitutionnelle du Bénin est devenue, malgré elle, l'épicentre d'un duel politique à distance entre 2 des figures majeures du pays, à savoir le président Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi, figure tutélaire du principal parti d'opposition, les Démocrates. L'audience plénière reportée à jeudi 23 octobre, demain donc, n'est pas un simple contentieux juridique, croit savoir le quotidien pour lequel elle représente le dernier acte d'une confrontation par procuration dont l'issue scellera le sort de l'opposition pour l'élection présidentielle de 2026. Pour les démocrates, il s'agit d'une stratégie du kit ou double qui déterminera s'ils pourront ou non défier la majorité en place, estime Info Matin qui évoque le verrou du parrainage 27 contre 28. Encore 24 heures de répit pour les démocrates, soupir en titre la boussole. Et les sages de Parakou s'inquiètent du virage de la situation politique du Bénin. Réunis hier mardi 21 octobre, renseigne le Paraquois, les sages de Parakou ont pris la parole pour adresser un message solennel à l'endroit des membres de la Cour constitutionnelle du Bénin. Dans une déclaration lue par leur porte-parole, Michel Alavon, ces notables ont exprimé leur profonde inquiétude face aux tensions que suscite ce dossier de recours sur le parrainage introduit par le parti Les Démocrates, fait savoir le journal qui poursuit que les sages de Parakou ont invité la Cour constitutionnelle à agir avec discernement, responsabilité et sens du devoir patriotique. Et parlant de la Cour constitutionnelle ainsi dans le reste, le matinal rapporte qu'elle s'est déclarée incompétente sur la question de l'autoparrainage. Saisie par un collectif de juristes dénonçant son mutisme sur la question de l'autoparrainage en vue de la présidentielle de 2026, la Cour constitutionnelle a tranché, informe la publication qui retient que la haute juridiction se dit incompétente pour statuer sur sa propre décision. Sans commentaire ainsi dans les dernières secondes, le même journal, c'est-à-dire le matinal, tout comme le Paraquois rapporte l'annonce par le ministère des Affaires étrangères du Bénin du lancement de la plateforme IPAS. C'est une plateforme numérique qui, explique mes confrères, permet désormais aux Béninois de la diaspora de renouveler le passeport en ligne. Et fait divers pour finir, le Télégramme rapporte un drame à Abomey-Calavi. Là-bas, informe le journal, le gardien d'un magasin a été tué par les malfrats. C'était, précise mon confrère, à Diagbo dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 octobre 2025. Les hors-la-loi sont repartis avec les biens non encore évalués, relate la publication qui révèle que sur les lieux, le gardien
qui a été retrouvé mort. Ligoté, celui-ci a été visiblement exécuté par les cambrioleurs, Sorifie le canard. Voilà, mesdames, messieurs, l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme ce journal parlé. Merci pour votre attention. Dokaso Richard, je suis à la présentation cet après-midi et j'ai bénéficié de l'accompagnement technique de Aboubakar Gogo, Aboubakar Doko plutôt. Très belle suite de journée chez vous. C'était Souta Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la maison.